Sarah and I were fighting or something. Have you heard this? I know Jennifer Love Hewitt said that she's possibly returning. Can't tell if that's how. I have nothing to do with that. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est à nouveau dans une vidéo nostalgie car aujourd'hui nous allons parler de l'actrice chanteuse Jennifer Love Hewitt. Oui, souviens-toi, l'été dernier, le reboot est sorti très récemment au cinéma, du coup je suis retombée à fond dans les stars de cette époque. Donc voilà, je m'étais dit qu'il était temps de faire le portrait de Jennifer. En plus, elle s'en est pris quand même pas mal dans les dents lors des derniers tapis rouges. Également des histoires d'embrouilles entre elle, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. Donc voilà, c'était l'occasion de vous faire un peu de gossip et de retracer donc tout son parcours. Avant de démarrer, je remercie notre sponsor habituel du jour, CyberGhost VPN, et je vous reprends juste après pour la vidéo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché. Il est très bien noté sur Trustpilot, c'est pourquoi je me permets encore de vous en dire un peu plus. CyberGhost est un VPN et c'est essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Et si vous pensez que vous êtes déjà couvert parce que vous ne naviguez que en mode incognito, détrompez-vous, c'est pas le cas. Plein de gens vous observent dès lors où vous vous mettez en ligne. Votre fournisseur d'accès à Internet, le service informatique de votre travail, de votre entreprise, peu importe, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Donc afin de mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez donc besoin d'un VPN. CyberGhost en l'occurrence. Ça fait 4 ans maintenant que je l'ai, jamais eu de problème. Ils cryptent et redirigent 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous vos besoins. Et autre fait assez cool, en changeant de localisation, donc de pays, vous pouvez également débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming, telles que Netflix, Amazon Prime, et bien d'autres encore. Et sachez qu'avec les nouvelles lois qui sont mises en vigueur depuis quelques temps dans certains pays d'Europe qui bloquent l'accès à certains sites, là vous changez de pays et vous avez accès de nouveau à ces sites. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui vous permet donc de rester anonyme 24 heures sur 24 sur l'ordi, la tablette, le téléphone, également d'en faire profiter vos proches. Donc pour un abonnement, vous pouvez couvrir la famille quoi. Donc là-dessus, c'est quand même assez top. De plus, CyberGhost ne conserve pas vos données, donc eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites en ligne. Et si vous voulez garder les regards indiscrets à distance et être anonyme en ligne, je vous invite donc à profiter du lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, afin de profiter des 83% de réduction et de 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à 2 € environ par mois. Vous avez aussi une garantie de remboursement de 45 jours et un accès à un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est sans risque pour vous. Donc je vous le recommande encore et toujours. Merci CyberGhost de sponsoriser mon travail et c'est parti donc avec la vidéo du jour. Alors Jennifer Love Hewitt est donc une actrice, réalisatrice, productrice, scénariste et chanteuse américaine née le 21 février 1979 à Waco au Texas. Elle est la fille de 2 professionnels de la santé. Ses parents divorcent alors qu'elle n'a que 6 mois et elle doit son prénom à son frère de 8 ans, Todd, qui a choisi Jennifer en hommage à son béguin d'école primaire. Sa mère lui donne aussi le 2e prénom Love en hommage à sa meilleure amie qui portait aussi ce prénom. Enfant, Jennifer a manifesté une passion précoce pour la musique. Elle a commencé à se produire sur scène à 3 ans
en faisant ses débuts comme chanteuse lors d'une foire, non loin de sa ville natale de Nolanville au Texas. Et 2 ans après sa première performance donc à la foire, sa mère l'inscrit à des cours de jazz, de ballet et de claquettes, ce qui a finalement permis à Jennifer d'obtenir une place dans la très prisée Texas Show Team, un groupe d'artistes qui ont fait des tournées en Europe ainsi qu'en Russie. En 1989, un découvreur de talent recommande à Jennifer et à sa mère de déménager à Los Angeles afin qu'elle puisse saisir de meilleures opportunités en tant qu'actrice et danseuse. Ce conseil s'avéra judicieux. Effectivement, Jennifer trouve rapidement du travail et apparaît dans des publicités pour des marques comme Mattel, L.A. qui l'emmènent même pour une tournée mondiale afin de promouvoir ses baskets. Ce travail lui a rapidement valu un rôle régulier dans Kids Incorporated de Disney, une émission musicale qui mettait parfaitement en valeur le talent de Jennifer, ce même talent qui a également été pleinement mis en valeur lors de la sortie en 91 du clip de Dance Workout with Barbie, dans lequel la jeune actrice était présente. D'autres apparitions ont suivi, pas toutes couronnées de succès, notamment une série de pilotes de séries télévisées ratées. Et en 92, Jennifer a renforcé sa petite notoriété en tant que chanteuse avec la sortie de son premier album Love Songs, un recueil de ballades romantiques pour adolescentes. Elle a également réalisé de nombreux autres rôles d'actrice, notamment un rôle dans le film en 93 Sister Act 2 avec Whoopi Goldberg et Lauryn Hill. Et entre-temps, elle est à l'affiche de l'éphémère sitcom comique et familiale du réseau Fox, Shaky Ground, puis on la retrouve dans The Birds of Paradise avant de décrocher un rôle phare en 95 dans La Vie à 5. Donc elle intègre la série dès la 2e saison, elle devient rapidement une figure emblématique, remportant des nominations aux Kids Choice Awards, aux Teen Choice Awards et contribuant à la victoire de la série au Golden Globe du meilleur drame en 96. Jennifer évoque son expérience de tournage sur cette série avec Neve Campbell, d'ailleurs au passage, quelques temps après. Elle a déclaré « Neve est tellement talentueuse et c'est une personne tellement belle. C'était vraiment amusant pour moi, adolescente, d'être entourée d'une femme comme elle. Je lui souhaite donc bonne chance et je voulais juste lui dire bonjour. » Donc ça fait un peu taire les rumeurs de discorde entre les deux femmes. Apparemment non, il n'y a jamais eu de souci entre elles. Donc suite à ça, Jennifer tente de tirer profit sa nouvelle célébrité avec un 2e album. Le succès fut décevant et elle retourne donc en studio pour enregistrer ce qui allait devenir un album éponyme en 96. Et bien qu'il ne produisit aucun hit, la voix et le style de Jennifer lui valurent quelques éloges de la critique. Elle a également travaillé au cinéma avec des rôles dans House Arrest en 91, Kidnapping avec Jamie Lee Curtis en 97 et son véritable succès survient la même année avec le rôle principal du film à succès Souviens-toi l'été dernier. Jennifer a rapporté des millions aux producteurs de cinéma et s'est taillé une place de choix à Hollywood. Mais là je fais un bond dans le temps parce que ça a un rapport avec ça. Lorsqu'elle voit le documentaire Framing Britney Spears, elle a immédiatement pensé à elle. Effectivement, le discours accablant dont Jennifer a été victime à cette époque-là, donc fin des années 90, alors qu'elle était encore une adolescente, au milieu d'une série à succès comme La Vie à 5 et Souviens-toi l'été dernier, était tellement banal à l'époque que personne ne s'est demandé quel impact cela avait pu avoir sur elle. Donc Jennifer elle-même n'y avait apparemment pas vraiment réfléchi. Puis elle a regardé le documentaire sur Britney et là elle s'est dit, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit « Oh !» mais ils m'ont parlé comme ça, j'ai commencé à pleurer pour elle. Donc elle a ensuite expliqué comment les discussions incessantes dans la presse sur son apparence l'ont encore profondément affectée au fil des ans. Donc, je la cite. « À 16 ans, des hommes adultes me parlaient ouvertement de ma poitrine dans un talk show et les gens en riaient. C'était une culture totalement acceptée, mais quand on regarde où nous en sommes aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est vraiment hallucinant. » Donc elle admet qu'avoir été cataloguée comme sexe symbole avant même d'avoir compris le concept lui avait semblé vraiment étrange. Et en plus elle dit « Je ne savais même pas ce que signifiait être sexy ». Donc elle se souvient des hommes qui l'abordaient avec des remarques dérangeantes après qu'elle ait posé pour Maxime en 99. Elle avait seulement 17 ans. Les gens s'approchaient ouvertement de moi et me disaient « J'ai emporté votre magazine en voyage la semaine dernière. » Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. C'est assez dégoûtant. Ça me dérange plus aujourd'hui qu'à cet âge parce que j'étais dedans. Avant même de savoir ce qu'était le sexe, j'étais un sexe symbole.
Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment défini cela pour moi, car ça a commencé de manière très étrange. Bon, finalement, Jennifer a décidé d'utiliser son travail comme un moyen de riposter à quiconque tentait de placer son corps au centre des discussions. Et elle déclare « Je voulais vraiment être une bonne actrice, j'essayais de déjouer les conversations autour de mon corps. » Bon, il y a eu une suite, Soins-toi l'été dernier 2. Ça n'a pas connu le même succès commercial et du coup, Jennifer a connu un autre succès en 98 avec Can't Hardly Wait, dont l'intrigue se déroulait lors d'une soirée de fin d'études secondaires. Et en 98, elle fait la comédie Telling You et elle joue ensuite dans le spin-off raté, hélas, de La vie à 5 Time of Your Life, où son personnage s'installe à New York à la recherche de son père biologique. La série n'a enregistré que des audiences suffisantes pour atteindre la moitié de la saison, 98-99, et Jennifer a alors commencé à se défaire de son statut d'adolescente. Autre film flop de Suburbans, puis elle tente des rôles assez ambitieux à partir de 2000, lorsqu'elle joue dans le téléfilm The Audrey Hepburn Story. Un an plus tard, elle joue aux côtés de Sigourney Weaver et Gene Hackman dans Beauté empoisonnée, et elle apparaît la même année aux côtés d'Enrique Iglesias dans le clip de sa chanson Hero. D'ailleurs, elle aussi, elle va pousser la chansonnette l'année suivante en 2002. Elle chante I'm Gonna Love You dans le film d'animation Disney Le Bossu de Notre-Dame 2, Le secret de Quasimodo. Puis en 2004, 2 chansons dans le film Si seulement. Pas très joyeux comme film d'ailleurs, Si seulement au passage. Donc elle sort un 4e album, Bare Naked en 2002. Et par rapport à son jeu d'actrice, elle est à nouveau sous les feux des projecteurs, sous le feu des critiques, tant par rapport à son jeu que par rapport à son physique. Donc on cite ses performances dans Le Smoking avec Jackie Chan en 2002 et Garfield 1 et 2 comme des gros bides qui lui valent même une possible nomination pour le prix de la pire actrice aux Razzie Awards, la cérémonie annuelle consacrée à saluer le pire d'Hollywood. Donc voilà, c'est pas top à ce moment-là. Et côté vie perso, sa vie est également scrutée à ce niveau-là. Elle a continué à vivre avec sa mère jusqu'à la vingtaine, au passage. Elle n'avait pas le droit de boire, de fumer, de jurer. Et elle a eu quand même plusieurs petits amis célèbres, dont le chanteur Enrique Iglesias, le musicien John Mayer, un peu comme tout le monde, l'animateur Carson Daly et l'acteur Will Friedle, entre autres. Bon, par la suite, elle se recentre sur la télévision. En 2005, elle fait ses débuts dans le rôle principal de la nouvelle série dramatique de CBS, The Ghost Whisperer, inspirée d'une histoire vraie, dans laquelle elle incarne Melinda Gordon, une jeune mariée capable de dialoguer avec les morts. Et parmi l'équipe de production qui a contribué à rendre Ghost Whisperer un poil réaliste, se trouvait donc une consultante dont les expériences avec le paranormal ont servi de base à la réalité. Donc c'est de là que s'inspire l'histoire originale. C'est Mary-Ann Wikonski, une enquêtrice spécialisée dans le paranormal, dont certains témoins affirment qu'elle les a aidés à débarrasser leur maison des fantômes. Donc c'est inspiré d'elle. Donc elle est créditée en tant que consultante sur plus d'une centaine d'épisodes. Ces expériences ont ainsi inspiré les aventures à l'écran de Melinda. Donc ça a été diffusé entre 2005 et 2010 aux États-Unis. La série a eu droit à 5 saisons avant qu'elle ne s'arrête. Et si on peut parler sous-sous, le salaire de Jennifer Love Hewitt pour la série, on estime, parce que c'est pas sûr, mais on estime qu'elle touchait environ 225 000 $ par épisode en 2005. En revanche, les revenus de Jennifer seraient tombés à 150 000 par épisode en 2009. Donc lorsque le show a été annulé en mai 2010, Jennifer l'a pas très bien pris. Elle avait reconnu être très déçue par la fin réservée à son personnage. C'était un choc total. Juste parce que la série était là depuis très longtemps, il est difficile de trouver de nouvelles intrigues qui tiennent les gens en haleine. Mais je n'ai jamais pensé que ce serait notre dernière saison. Nous avons laissé le public sans conclusion et je déteste ça. Quand vous avez emmené des gens dans une aventure pendant si longtemps, le moins que vous puissiez faire est de leur dire au revoir. Pour une série qui parlait d'affaires inachevées, nous n'avons pas pu finir. C'est triste, mais les séries ne restent pas pour toujours sur le petit écran. C'était aussi surprenant pour nous de la voir disparaître. En fin de compte, tout est une question d'audience pour la chaîne. Et c'est là que nous devons continuer à nous améliorer et à réussir. C'était personnellement très difficile, a-t-elle déclaré. Donc elle était amie avec les producteurs et après son annulation, le média américain Deadline avait indiqué que la chaîne ABC envisageait de récupérer la série fantastique, mais ça ne s'est finalement pas fait. Donc bien que la fin de Ghost Whisperer lui ait laissé un goût amer, Jennifer Love Hewitt avait indiqué il y a quelques années qu'elle était totalement contre l'idée d'un reboot. Donc elle dit « Je ne suis pas douée pour m'éloigner de cette série, donc si un reboot voyait le jour avec des acteurs plus jeunes, je serais la vieille qui dit « Dégagez de là, vous ne parlez pas aux morts, c'est moi qui parle aux morts. Je suis donc contre. S'ils doivent refaire la série, je dois en être et reprendre le rôle, car il est hors de question que j'abandonne mon trône de Ghost Whisperer. Ce rôle a tellement compté pour moi
et il représentait tellement. J'ai travaillé très dur pour faire de Melinda ce qu'elle est. Bon, au moins c'est clair, hein, elle ne lâchera pas le morceau, mais elle serait pas contre un revival de 10 épisodes sur Netflix pour finir la série ou autre, à condition que cela soit fait d'une façon unique et intéressante. Et côté Love Story, il y en a eu sur le plateau de cette série. Elle a été avec Ross McCall. Il est apparu dans un épisode de la première saison et peu après le tournage de leur scène, tous les deux ont été de plus en plus proches. Ils ont entamé donc une histoire d'amour qui les mènera jusqu'aux fiançailles en 2007. Mais fin 2008, Jennifer rompt soudainement avec Ross alors que la date du mariage était fixée et qu'ils essayaient même d'avoir un bébé. Bon peu de temps après sa rupture avec Ross McCall, Jennifer trouve du réconfort auprès de Jamie Kennedy, alias Ellie James, qui arrive dans la saison 4 de Ghost Whisperer. Nous sommes un peu plus que deux personnes qui sortent ensemble. Nous sommes même plus qu'amoureux, avait confié l'acteur à cette époque-là. Il y avait même une rumeur de mariage, plus qu'amoureux jusqu'en 2010. Finalement, ils ont rompu. Entre-temps, Jennifer est choisie pour intégrer le casting du film Sexy Devil, aux côtés d'Alec Baldwin et Kim Cattrall, qui sort en 2007. Et fin 2007, justement, petite polémique, une photo peu flatteuse de Jennifer en bikini sur une plage hawaïenne fait surface. La photo a fait le tour du web, suscitant des commentaires sarcastiques de blogueurs et d'autres personnes. Jennifer a pris sa défense, s'est défendue, elle a riposté aux commentaires en disant « Je m'éclatais comme une folle. J'avais inventé une chanson complètement débile sur des encas et des jeux dans l'océan et je la chantais à voix haute à mon copain en faisant un pas de danse bizarre. Ils ont pris la photo et ça s'est retrouvé sur tous les magazines. Je ne pense pas avoir jamais été vraiment complexée avant cette couverture. Et puis quand c'est arrivé, je ne pense pas m'en être jamais remise. Une partie de moi se demande toujours, est-ce que cette version sera suffisante ou est-ce que ça va se reproduire? Et quelqu'un va dire encore, tiens, la voilà sans maquillage, au pressing, on dirait qu'elle a 59 ans. Je crois que je me suis dit, oh mon Dieu, j'étais moi-même une fois. Et voilà ce qui s'est passé. Je suis restée longtemps silencieuse face à la façon dont le corps des femmes est constamment scruté. Et pour être honnête, je ne suis pas fâchée pour moi, mais pour toutes les filles qui ont du mal à gérer leur image corporelle. Donc en gros, oui, pour une fois qu'elle était au naturel, elle a été critiquée, donc elle l'a mal vécu. 2010, elle est l'héroïne du drame Butterfly Café, aux côtés de son compagnon de l'époque, Jamie Kennedy. Et le 28 décembre 2010, elle apparaît dans le 3e épisode de la 12e saison de la série New York Unité Spéciale, puis dans les séries Love Bites et Hot in Cleveland. Et dans le même temps, elle écrit un livre, The Day I Shot Cupid, le jour où j'ai tué Cupidon. Donc dans ce livre, Jennifer se décrit comme une accro à l'amour et une romantique invétérée. Après tout, son deuxième prénom c'est Love. Et elle a eu de la chance et de la malchance en amour. Elle a vécu pour en parler. Elle l'a fait même sous les projecteurs. On a beaucoup écrit sur sa vie amoureuse. Certaines choses étaient vraies, d'autres moins, mais toutes reprises dans d'innombrables magazines. Et donc aujourd'hui, elle partage la véritable histoire de ce qu'elle a appris en naviguant dans les eaux troubles des rencontres amoureuses. Donc elle offre dans ce livre sa sagesse, durement acquise, et elle explique aux gens comment accueillir l'amour les pieds sur terre. Donc d'abord, il faut tuer Cupidon, il faut croire que le bonheur éternel est un travail de longue haleine, il ne se résume pas à des fleurs, des symphonies et des cœurs flottants, bien sûr, ça se saurait. Donc voilà, ces petits conseils. Et suite à ça, en 2012, on la retrouve dans 2 films, une comédie romantique Zootopia, L'amour à la une, puis La double vie de Samantha, qui inspira la série The Client List, où on retrouve encore Jennifer. Elle incarne Riley Parks, qui est une mère célibataire qui travaille dans un spa, qui fait des massages très particuliers à sa clientèle. Malheureusement, la série est annulée en novembre 2013, au bout de 2 saisons, mais cette série aura quand même permis à Jennifer de rencontrer l'amour, Brian Holliday. Donc depuis sa séparation avec Jamie Kennedy, elle avait fréquenté entre-temps Alex Bay, de juillet 2010 à mai 2011, puis l'acteur Jarrod Hayson, d'août 2011 à mars 2012, et c'est le même mois donc qu'elle se met en couple avec Brian. Donc ils se fiancent en mars 2013 avant de se marier secrètement le 21 novembre de la même année. D'ailleurs leur premier enfant, une fille, Autumn James Hallisey, est née 5 jours après leur union, soit le 26 novembre 2013, et cette grossesse lui a empêché de continuer sa participation à la série télévisée Esprit criminel, qu'elle avait rejoint donc dans la saison 10, qui semblerait qu'elle ait renoué avec Cupidon,
maison et elle enchaîne le 24 juin 2015 à l'accouche de son premier fils et deuxième enfant, Atticus James Hallisey. Et après avoir pouponné, elle reprend le chemin des plateaux en rejoignant le casting de la saison 2 de la série médicale 911, série dans laquelle elle joue d'ailleurs toujours actuellement. Le 26 août 2021, Jennifer accueille son troisième enfant, Aidan James Hallisey. Et on a pu la retrouver dans 2 films, Un quartier totalement ouf, où elle prête sa voix, et The Holiday Junkie, où elle est également réalisatrice. Et l'an dernier, pour les fêtes de fin d'année 2024, elle s'associe à Ferrero Rocher. Donc il y a une nouvelle campagne publicitaire qui s'appelle Add Your Golden Touch, qui la met en vedette. Elle dit qu'elle est très honorée que Ferrero ait proposé de collaborer avec elle et qu'elle est en quelque sorte dans son ère magique cette année, car elle a sorti un livre, un film et une chanson. Et tout ça sur le thème de Noël. Elle dit: on a passé un super moment à tourner les publicités avec Ferrero, le décor était magnifique, je voulais vraiment y vivre. En tant que maman et passionnée des fêtes, ce qui me passionne le plus, c'est la facilité d'accès de Ferrero Rocher. Pas besoin de commander, d'attendre, de se soucier de la livraison ou du suivi, on le trouve littéralement dans son supermarché. C'est un accès facile à un peu de magie et à une touche d'or et j'adore ça. Donc comme je vous disais, elle sort un livre intitulé Inheritic Magic, dédié à sa mère et à sa petite famille magique, qui sort donc le 10 décembre. Et la même semaine sort un film de Noël intitulé The Holiday Junkie, inspiré par son amour pour sa mère, et il sort donc le 14 décembre. Et sa marque, The Holiday Junkie. Et c'est pas tout, elle dit qu'aussi en ce moment, elle a une chanson de Noël intitulée Christmas Magic, qui est en streaming et qui semble très appréciée. Donc fête 2024 assez chargée. Elle travaille aussi avec Michaels sur des projets liés à la marque The Holiday Junkie, donc sa marque. Elle a une ligne de cartes et elle lance également une petite collection capsule de vêtements avec Judith March. Donc elle a été pas mal occupée en 2024 et là donc 2025, on la retrouve dans la franchise Souviens-toi l'été dernier qui est sorti le 18 juillet. Première fois en 30 ans que Jennifer retrouve son rôle de Julie James. Donc cette suite réintroduit Julie dans le rôle d'une professeure de psychologie spécialisée dans les traumatismes. Désormais célibataire, Julie mène une vie paisible et heureuse après avoir survécu de justesse à 2 attaques du pêcheur meurtrier Ben Willis à la fin donc des années 90. Et lorsque Jennifer a appris qu'un nouveau film, Souviens-toi l'été dernier donc, était en préparation, sa première réaction a été une peur et une panique immédiate à l'idée de devoir y participer. Et avant le début du tournage du dernier Souviens-toi l'été dernier, elle était à bout de nerfs. Comme elle dit, revenir à 46 ans est vraiment intimidant à Hollywood pour de nombreuses raisons. On ne veut pas que les gens disent « Oh, elle a l'air différente » ou « Elle a vieilli ». On ne veut rien de tout ça. Donc c'était sa peur, mais elle s'est aussi sentie profondément reconnaissante de ne pas avoir été oubliée. Donc elle s'est apaisée et elle a fondu en larmes lorsque les figurants de sa première scène l'ont accueillie par une salve d'applaudissements. Cela a été très important pour moi. Je me suis dit, je suis soutenue et je mérite d'être là. J'hésitais au début, je voulais m'assurer qu'elle s'intègre parfaitement au film et qu'il y ait une raison à son retour. Au-delà du simple souvenir nostalgique des années 90, je voulais que son rôle dans le film ait de l'importance et que le public soit fier de ce qu'elle est devenue. It's honestly surreal. Like it's a pinch me moment, it's a gratitude filled moment, and it's surreal. It's very weird. It's like a person that I never forgot, that I'm back to, but she's different, and it's awesome. First of all, I was not a horror movie fan, so I was like, why am I in a scary movie? This is terrifying. I remember feeling a lot of responsibility for making, you know, the movie and being Julie and like taking that on. And then I just remember when it came out and everybody loved it, everything just changed. Like it was just, life was different after that, and I was really lucky to be a part of something special. And now to have people still care about it and want her back, it touches my heart. It's very cool. Donc à l'approche de ce nouveau reboot, elle a réalisé qu'elle abordait le projet avec une perspective complètement différente, celle d'une vétérante 2 fois plus âgée qu'à la sortie du premier film, et elle dit c'est un passage de flambeau. Donc elle a ensuite partagé une nouvelle confidence faite à la nouvelle actrice de Souviens-toi l'été dernier, Chase Sweet Wonders. Je vis ce moment et il faut que je t'en parle. Dans mon esprit, j'ai toujours l'impression d'être l'ingénue, mais ce n'est plus le cas
et j'ai réalisé que je suis là pour l'accepter. Oh, c'est beau, ce passage de flambeau. Quand on lui demande ce que ça lui fait de retrouver Freddie Prinze Jr., 30 ans plus tard, est-ce que ça lui rappelle le bon temps, elle dit honnêtement, c'était une expérience extracorporelle que je n'ai vraiment assimilée qu'après la première scène. C'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est Freddie et on vient de tourner cette scène. J'étais tellement obsédée par l'idée que Julie et Ray se sentent comme Julie et Ray, mais aussi comme de nouveaux Julie et Ray. Je n'ai pas vécu une expérience de lycée normale, mais retrouver Freddie était ce que j'imagine des retrouvailles d'anciens élèves. On connaît quelqu'un et même si beaucoup de temps a passé et que c'est différent, on s'entend toujours bien. On s'est tout de suite senti comme Julie et Ray, mais évidemment de nouvelles versions d'eux. Donc c'était cool. Donc il y a eu l'avant-première le 14 juillet dernier et à cette occasion, beaucoup d'internautes l'ont revu pour la première fois depuis la série Ghost Whisperer et ont jugé donc nécessaire de commenter publiquement son physique. Donc sur X par exemple, on a pu lire des trucs très sympas. Elle a vraiment pris du poids, je sais ce qu'elle a mangé l'été dernier, ou encore tout ce qu'elle a à faire est de perdre quelques kilos pour redevenir elle-même. Quelqu'un doit lui parler de l'Ozempic, etc., etc. Que des trucs hyper gentils. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que Jennifer fait face aux critiques. Elle avait d'ailleurs confié à la même année, en janvier 2025, à Fox News, l'âge, c'est l'âge. Je pense que les femmes atteignent vraiment cet état, l'acceptation de soi et le confort à 40 ans. C'est magnifique. Mais elle avoue quand même qu'elle a souffert des commentaires sur son physique. Les moments difficiles pour moi, par contre, c'est que j'ai l'impression que les fans choisissent cet âge qu'ils aiment, celui qui les représente, et on n'est jamais censé vieillir au-delà. Quoi qu'il en soit, on veut juste être libre d'être qui on est à cet âge. Et c'est parfois blessant quand les gens nous rejettent tels que nous sommes sur Instagram ou sur Internet parce qu'ils ont du mal à s'y faire. J'ai constaté à quel point le monde peut être cruel envers les femmes qui vieillissent, et pourtant, j'ai vu les femmes que j'admire devenir plus heureuses, plus sexy et plus puissantes à chaque nouvelle génération. Donc face à ces attaques, de nombreux internautes quand même ont pris sa défense. Certains ont rappelé que Jennifer est aujourd'hui mère de 3 enfants, qu'elle a eu une carrière longue et diverse, qu'elle mérite d'être célébrée pour ses accomplissements, pas jugée sur son tour de taille. Donc sur les réseaux sociaux, des messages de soutien ont afflué, toujours magnifiques. D'autres ont critiqué la superficialité des commentaires haineux, soulignant le caractère misogyne et toxique de ce body shaming. Je vous cite quelques commentaires. Jennifer Love Hewitt est superbe. Il faut arrêter de comparer les gens aux jeunes. On change tous avec le temps. Je suis fan de Jennifer Love Hewitt. Ça me rend triste de voir des petites garces en ligne critiquer une femme de 46 ans et mère de 3 enfants. À mon avis, elle est magnifique. On vieillit, on prend du poids, ça arrive. Beaucoup de gens ont l'air gonflés par la chirurgie esthétique. Elle est superbe. Bon, alors déjà, il y a eu ça, mais c'est pas tout. La tournée de presse a également fait parler, car des rumeurs de querelles avec Sarah Michelle Gellar ont émergé. Alors, pour rappel, Jennifer et Sarah ont collaboré pour la première fois sur la version de 97 du film. C'est d'ailleurs là que ça a commencé l'histoire, la rencontre entre Sarah et Freddie Prinze Jr. Et pourquoi la toile s'est enflammée? Parce qu'on a parlé à Sarah Michelle Gellar lors d'une interview et la réaction était jugée bizarre. C'était quelques mois auparavant, lors de l'avant-première de Dexter, péché originel en décembre 2024. Sarah Michelle Gellar s'est extasiée auprès d'un journaliste d'Extra TV sur la suite de ce reboot, souviens-toi, l'été dernier, saluant le casting incroyable et le scénario amusant. Cependant, quand on l'interroge sur l'arrivée de Jennifer, Sarah a haussé les épaules avant de reculer et de déclarer qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Et elle a ensuite quitté l'interview, Elle est partie. Je vous mets l'extrait. I know Jennifer Love Hewitt said that she's possibly returning. Can't tell if that's how. I have nothing to do with that. Sur les réseaux, les fans ont supposé que Sarah critiquait Jennifer à base de regarder sa tête, elle la déteste tellement. Je ne savais pas que Sarah détestait autant Jennifer Love Hewitt, etc., etc. Cependant, Sarah a remis les pendules à l'heure parce que c'est revenu là. On s'en dit, attendez, c'est Blake Lively et Justin Baldoni bis, elles font aucune photo ensemble. Mais pour les photos, Sarah, elle a une explication. Donc c'était justement le mercredi 16 juillet. Elle s'est rendue sur Instagram pour partager un tas de photos de la première ainsi que des photos des nouvelles stars du film à l'after party. Et donc on a vu que Jennifer n'était pas incluse dans aucune de ces photos. Sarah a commenté pour préciser qu'il n'y avait aucun conflit entre elle et Jennifer. Voici ce qu'elle a mis. Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas pu voir Jennifer Love Hewitt, qui est fantastique dans le film.
J'étais à l'intérieur avec mes enfants lors de la cérémonie. Et malheureusement, Jennifer n'est pas venue à la soirée qui a suivi. Si vous avez déjà assisté à ce genre de choses, c'est la folie. En gros, trop de monde, plein de trucs à faire, donc elles n'ont pas pu se croiser. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de photos avec la plupart des acteurs, mais cela ne change rien au fait que je pense qu'ils sont incroyables. Malheureusement, certaines choses n'arrivent que dans la vraie vie et pas en ligne. En gros, vous savez rien quoi, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme ça que je l'ai pris. En tout cas, quelques jours avant les rumeurs de dispute, Jennifer de son côté avait fait l'éloge de sa co-star. C'était dans un podcast, elle avait déclaré « Je viens d'entendre qu'il y a toute cette histoire où les gens pensent que Sarah et moi, on s'est disputé. » Et suite qu'il l'interview, Dario lui demande si Sarah et elle étaient amies. Et elle répond « Absolument, on a tous vécu ça ensemble. » On essaye de comprendre. Et elle a également apporté son soutien à Freddie Prinze Jr., donc le mari de Sarah, en disant « Je les soutiens tous les deux, elle et Freddie, et je trouve ça adorable qu'ils soient mariés depuis 100 ans et qu'ils aient des enfants. C'est adorable. » Bon, toutefois, sans se cacher, Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt n'ont pas de conflit, oui certes, mais c'est pas pour autant qu'ils sont proches. Donc on a justement Freddie Prinze Jr. qui a expliqué dans une interview accordée à Variety, c'était le 19 juillet, il dit que lui et Jennifer évoluent dans des cercles différents. Je ne l'avais pas vu depuis la fin du deuxième film en 98, mais ces personnages nous tiennent beaucoup à cœur et tout était toujours là. Après avoir terminé notre première scène, nous avons eu l'occasion de dire « Oh, t'as des enfants! Ah, mais toi aussi t'as des enfants !» Je pense que la première scène que nous avons partagée dans ce film, où Ray et Julie affrontent la réalité de leur relation, est notre meilleure réalisation des trois. J'en suis très fière. Notre réalisatrice Jen Robinson a donné vie à ces personnages en 3 dimensions. Donc pas de problème quoi, juste ils sont pas proches. Alors pourquoi tout ça ça démarre? C'était lié apparemment à une vieille histoire, enfin une vieille rumeur de plusieurs décennies concernant une dispute présumée entre Jennifer et Sarah Michelle Gellar. Et malgré des démentis répétés, de nombreux fans pensent que Jennifer a demandé aux producteurs de supprimer le personnage de Sarah Michelle Gellar dans la suite du film, en 98. C'était la rumeur de l'époque. But yes. And then I just heard that there's this whole thing where they think that Sarah and I were fighting or something. Have you heard this? There's like all these things out there and I was like in real life? Yeah, and that yeah, it's been really fun. I've really enjoyed going and like trying to read the stuff now and be like, what are people saying about when we did the movie before, now, all of that stuff. And somebody the other day was like, yeah, I think Julie made sure that she was killed because girl actresses don't like to work with girl actresses. I was like, what are you I was 18. They were not taking script notes from me, guys. Like, what are you talking about? And they were probably friends. Totally. I mean, all of us were like in that experience together, kind of, figuring it all out and everything. And I root for her and Freddie and like think it's the cutest thing in the world that they've been married for 100 years and have kids. And it's like adorable. So yeah, no, it's just been really funny to see all of the stuff. Sarah, elle s'est montrée plus directe lorsqu'on l'a interrogée sur sa participation au film de 2025. Pourtant, la question était un peu bête, quoi. Donc, quand on m'a demandé pourquoi elle participe pas, elle a répondu « Je suis morte. Ma meilleure amie réalise le film, alors on plaisante en disant que j'ai un travail officieux, celui d'assurer la continuité. » C'est donc toujours moi qui lui dis « Eh bien, ça arriverait ou ça n'arriverait pas avec ces personnages. » J'ai donc un titre de poste plus ou moins officieux. Donc voilà, un peu un rôle de consultante, quoi. Franchement, quand cette histoire elle est ressortie, moi je me suis dit est-ce que ça a un rapport avec la rumeur de l'époque? Moi, c'était une autre rumeur que j'avais entendue. Le coup de Jennifer qui a voulu tuer Sarah dans le premier film pour qu'elle ne vienne pas dans le 2, ça je connaissais pas. Moi, ce que j'avais entendu à l'époque, attention, c'était il y a longtemps, et je m'en suis souvenue, moi j'avais entendu à l'époque que Freddie Prinze Jr., il avait craqué sur Jennifer Love Hewitt lors du tournage du film, du premier volet, et qu'elle lui avait mis un vent, et que donc il s'était en quelque sorte rabattu sur Sarah Michelle Gellar, que c'était le second choix. Voilà, c'était la rumeur de l'époque. Je ne l'ai pas retrouvée. J'ai fouillé partout sur le net, j'ai pas retrouvé d'article qui parlait de ça, mais je me souviens très bien, parce que d'ailleurs c'est toujours resté dans ma tête. Je me suis toujours dit, waouh, un jour ça pètera peut-être entre Sarah et Freddie Prinze Jr. si vraiment ça c'est vrai. Ah bah non, ils sont toujours ensemble. Mais en tout cas, voilà, je me rappelais que c'était la rumeur de l'époque. Jennifer lui avait mis un vent, donc elle avait eu Sarah à la place. Bon, moi en ayant ça à l'esprit,
je me suis dit quand même c'est un peu léger quoi. C'était il y a 30 ans les gars. Enfin, je pense pas que ça justifiait le fait que lors des tapis rouges, Jennifer n'apparaisse pas avec Freddy et Sarah. À un moment donné, il faut passer l'éponge quoi. Sauf si vraiment c'est allé plus loin en coulisses et qu'on ne sait pas. Mais j'imaginais quand même mal qu'un truc, voilà, c'était un truc de gamin quoi. Je voyais pas ça revenir sur le tapis. Encore maintenant. Donc je sais pas. Moi je pense que l'option on n'est pas proche, sans embrouille ni rien, ouais c'est ce qui justifie le plus le truc quoi. Ce que je trouve regrettable, c'est que Jennifer se soit fait incendier par rapport à son poids. Oui, elle a pris du poids et alors, enfin 46 ans les gars quoi. Donc bon, je pense qu'elle s'en fout maintenant. Elle s'en fout. Voilà, elle a été mince très très longtemps, certainement pour répondre aux standards hollywoodiens. Non, c'est bon, elle a 3 gosses, je pense qu'elle est passée à autre chose dans sa vie, quoi. Ce n'est que ma petite opinion. En tout cas, je suis très contente de ce reboot que je n'ai pas vu. Je devais aller le voir au cinéma et j'ai complètement oublié qu'il était sorti. J'avais zappé la date, je pensais qu'il sortait plus tard que ça. Donc un peu deg. Je ne crois pas que j'aurai le temps d'y aller. Pas grave, je le verrai très vite. Hein. Mais j'ai hâte de voir et en même temps j'ai peur. Parce que les reboots, franchement, là, depuis quelques années, là, on s'en mange des reboots. Hein. Il n'y a que ça, pour le meilleur et pour le pire. Je suis contente quand il y a des vieux classiques comme ça, enfin des vieux, ouais, ça commence à être vieux pour nous quoi, mais en soi, les années 2000, c'était il n'y a pas si longtemps, je trouve, et pourtant, oui, ça devient vieux. Je suis contente, mais j'ai peur. J'ai peur parce que des fois, c'est tellement massacré, tout comme j'ai peur du reboot de Buffy. Hein. Nous verrons bien. En tout cas, je suis quand même très heureuse de voir toute cette vague, c'est ma génération, quoi. Ils sont un peu plus âgés que moi, mais quand même, c'est ma génération. Je suis contente de tous les revoir là sur le devant de la scène. Ça ravive des souvenirs, quoi. Donc, ouais, trop contente. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Bah non. Attendez. J'allais dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas Ryan Philippe, mais il meurt, à mon souvenir. Et aussi, ils clament tous, en fait. Il reste que Julie et Ray. Non, en fait, il est mort, donc il ne pouvait pas être là. Bon, bref. Ça aurait été cool, lui aussi, de le revoir. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo nostalgie, hein. Jennifer Love Hewitt, quoi. N'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré d'elle ou votre série. Je me rappelle de La Vie à 5. Ah, ça date tout ça. Je vous ferai une vidéo sur Neve Campbell, du coup. Ça m'a fait repenser également à elle. Je vous ferai une vidéo sur Neve Campbell. Et j'adorais les Scream. Souviens-toi l'été dernier. Ah là là, quelle époque. Urban Legend aussi qu'il y a eu après. C'était trop bien. Donc voilà, je vous laisse là. Je remercie encore chaleureusement CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le lien ici et vous le retrouverez également en barre d'infos pour profiter de l'offre des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. Donc l'abonnement à 2 € par mois. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois. Et sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo moins gaie. En même temps, en ce moment, je fais pas des vidéos gays. Hein. Je me rends compte, mais ça a l'air de vous plaire. Donc bon, là c'était une parenthèse enchantée. Ce sera moins drôle la semaine prochaine. Mais vu que vous avez beaucoup aimé le format sur Natalie Wood, je réponds à la demande et je vais vous faire plus de Coffee Crime sur des célébrités plus ou moins actuelles. Vous verrez. Mouah, bisous. Like.